Vous êtes sur TV5 Monde, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure de 64 débats. Un monde sans tabac est-il possible en 2040? L'Europe ouvre la voie, les Maldives viennent d'interdire de fumer aux personnes nées en 2007 et aux touristes, nous allons le voir. En attendant, les chiffres restent inquiétants, le tabac serait responsable d'au moins 10% des décès totaux en Europe et malgré cela, un pays comme la France compte toujours près de 25% de fumeurs. Un des chiffres d'ailleurs les plus élevés sur le continent. Avec nous pour en parler, Christophe Clergeau, eurodéputé français, socialiste en direct du Parlement européen à Bruxelles. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes membre de la commission environnement et santé publique. Avec nous également Amine Benyamina. Bonsoir, soyez le bienvenu. Vous êtes spécialiste en addictologie, chef du service de psychiatrie et d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif près de Paris, président de l'association Addiction France. Et je signale votre livre Addiction, manuel de premier secours aux éditions Marabout. Je précise aussi que Xavier Puech, président de Philip Morris France, devait aussi être avec nous ce soir, mais il a eu un empêchement. Voilà qui est dit. Avant de vous entendre, messieurs, voyons avec Grégory Fontana qui nous a rejoint quelles sont les législations qui se durcissent un peu partout dans le monde. Bonsoir Grégory, des législations de plus en plus dures, à commencer par donc les Maldives. Oui, et vous en conviendrez, en voyant les images des Maldives, on ne peut que rêver, le paradis des touristes, mais bientôt l'enfer pour les fumeurs. Et ça, c'est l'initiative de son président qui veut faire la toute première génération sans tabac dans le monde. Et ça a commencé dès le début du mois. C'est très simple. Toutes les personnes nées à partir de 2007, donc les personnes qui ont cette année 18 ans, eh bien, elles n'ont plus le droit d'acheter ni de consommer du tabac. Cette jeunesse est d'ailleurs au cœur des campagnes de communication, comme vous pouvez le voir, et à travers des témoignages qui vantent notamment tous les bienfaits du sport. Et pour ceux qui n'auraient pas compris le message, la répression se veut exemplaire, voire même intraitable, avec en ligne de mire les buralistes. La vente de tabac à des mineurs, c'est une amende de 2800 € dans un pays où le salaire minimum, c'est 30 fois le salaire minimum aux Maldives. Une amende donc énorme encourue, Grégory, mais ce n'est pas tout, les Maldives vont encore plus loin. Oui, puisque la cigarette est également interdite depuis le début du mois à tous les touristes. Alors c'est courageux pour certains, téméraire pour les autres, quand on sait que le tourisme est essentiel pour l'archipel avec 2 millions de visiteurs chaque année. Alors on se dit, Grégory, que ces mesures qui sont les plus strictes au monde, pour nous, ça inspire déjà d'autres pays? Oui, alors en réalité, c'est la Nouvelle-Zélande qui a été la première à vouloir faire une génération sans tabac. Seulement, la loi en vigueur pendant un an a été abrogée l'année dernière avec l'arrivée au pouvoir des conservateurs. Au Royaume-Uni, tout était prêt pour 2027, mais le projet est en sommeil, là aussi, après un changement de gouvernement. Et puis, il y a l'exemple de la France. L'idée fait son chemin après le dépôt d'une proposition de loi par un député écologiste. Les associations de lutte contre le tabac et des parlementaires de tous bords politiques soutiennent l'initiative. Mais plus largement, ce type de restriction soulève une vraie question. La prochaine étape sera-t-elle l'interdiction pure et simple du tabac pour tout le monde? Et si la question se pose, Grégory, c'est bien parce qu'il suffit, on le sait, d'un précurseur, d'un pays précurseur, pour que d'autres lui emboîtent le pas. Oui, et c'est le cas de l'Irlande en 2024, puisque ça a été le tout premier pays à interdire le tabac dans les lieux publics. Aujourd'hui, ils sont 151 pays dans le monde à suivre cet exemple. Il y a un autre exemple, celui du Mexique, où depuis 2 ans, la consommation de tabac est interdite absolument partout, sauf à la maison. Il y a aussi le Japon, où l'on peut fumer uniquement dans des espaces réservés. Enfin, sachez que le tabac a fait l'objet du tout premier traité international de santé publique. C'est dire l'importance qu'on accorde à cette question. Et ça a été en 2003 par l'adoption par l'Organisation mondiale de la santé d'une convention internationale pour aboutir à terme à un monde sans tabac. Merci beaucoup Grégory pour ce point et ces clés importantes pour lancer cette discussion. Christophe Clergeau, eurodéputé en direct de Bruxelles. L'Europe comme les Maldives, chiche? Certains pays interdisent le tabac, c'est que ça doit être possible. Moi, ce qui est prioritaire pour le moment, c'est de continuer la baisse de la consommation de tabac, d'aller vers une génération sans tabac, mais aussi sans nicotine.
parce que toute la stratégie des industriels du tabac qui voient la baisse de la consommation, c'est de mettre sur le marché des nouveaux produits en direction des plus jeunes pour continuer à créer une dépendance à la nicotine et alimenter leur business, leur marché. Et la nicotine a été classée comme substance vénéneuse par les autorités sanitaires françaises, donc il est hors de question de considérer qu'il y aurait une solution de moindre ou de sans danger qui serait la nicotine par rapport au tabac. Il faut baisser la consommation de tabac encore plus fortement. Les récentes données sont encourageantes, mais il faut aussi lutter contre tous les produits à base de nicotine. Restez avec nous, monsieur le député, on vous retrouve dans un instant. Alors, quand on dit génération sans tabac, je parle sous votre contrôle, ça veut dire que moins de 5% de la population en question, en France par exemple, si on prend un pays, la Belgique ou l'Europe, moins de 5% de la population fume. En France, on est aujourd'hui à quasiment 25%. Professeur Amine Benyamina, faut-il, selon vous, bannir totalement la cigarette, vous qui êtes addictologue? Alors oui, de quelle manière? Donc le débat est là. L'interdiction, le frein, disons, rapide, peut entraîner quelques secousses. En revanche, décélérer et amener une vraie politique pour faire disparaître le tabac, notamment pour les futures générations, c'est à ça qu'on s'attelle. Forcément, le plan national de lutte contre le tabac permet petit à petit d'arriver à ce niveau, c'est-à-dire limiter le tabac dans les espaces publics, mettre en place une stratégie financière et de taxes, notamment à travers le prix du paquet de cigarettes, faire des vraies campagnes. On a... Peut-être vous avez donné des chiffres globaux, mais on a montré que sur l'enquête ESPAD, qui compare les jeunes Européens, la France est au-dessus de la moyenne, alors qu'elle a été très très longtemps par l'alcool, le cannabis et le tabac au-delà. Je voudrais juste nuancer le propos du parlementaire, notamment sur la nicotine. Je suis absolument de votre avis. L'industrie du tabac se meut en industrie de la nicotine. En revanche, notamment concernant les jeunes, puisqu'on a des produits manufacturés qui ciblent des jeunes qui sont vierges de toute consommation, mettant en avant le fait qu'en leur proposant ces produits, ils n'iront pas vers le tabac. Alors que globalement et manifestement, ce sont des produits manufacturés pour les amener à consommer. Vous pensez à quoi? Les puffs, les arômes. Alors les puffs, c'est les cigarettes. Oui, les cigarettes, voilà, tout ce qui est dispositif un peu de couleur, en France, qui ont visiblement et incontestablement pour objectif d'amener les jeunes à la consommation de la nicotine. En revanche, ce qui est important, il faut le dire aussi, dans la politique de réduction des risques, la nicotine a permis à des gros tabagiques de s'en sortir. Cette nuance est importante parce que c'est un dispositif qui a montré aussi son efficacité. Donc, mais c'est compliqué. Et on précise que pour les personnes qui fument, le conseil premier, c'est d'aller voir son médecin. Absolument. Généraliste et des spécialistes comme vous. Plus de 8 millions de morts par an, dont 7 millions de fumeurs actifs ou anciens fumeurs et 1 200 000 de non-fumeurs, c'est ce qu'on appelle le tabagisme passif, qui sont exposés à ces fumées du tabac. C'est ce que nous dit l'Organisation mondiale de la santé. Je vais voir le député dans un instant. Oui. Mais d'abord, le mois sans tabac, mois de novembre, il paraît que ça a multiplié par 5 les chances d'arrêter de fumer. Vrai ou faux? Tout à fait vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a un effet d'émulation. Le sujet est traité tout le temps. C'est le cas chez vous. On en parle. Et puis, l'arrêt du tabac, elle n'est pas simple. Il y a une forme de motivation. On peut y penser. Et puis, le mois, c'est le moment où on passe à l'action. Et on a finalement toute la société qui est à disposition, notamment son entourage, pour pouvoir se lancer dans cette grande aventure qui n'est pas simple. Ouais. Monsieur le député, je vous posais la question tout à l'heure par rapport aux Maldives. Mais bien entendu, comme vous le disiez, on est sur un chemin en Europe. Mais il y a tout de même, on parlait des puffs, notamment ces mini-cigarettes électroniques pré-remplies et jetables, interdites dans certains pays. Pourquoi l'Europe ne fait pas la même chose sur ces produits qu'on pourrait appeler quoi, dérivés? Alors l'Europe doit le faire. Et toute la difficulté au niveau européen, c'est que nous attendons une évaluation des directives sur le tabac et ensuite l'engagement de leur révision. Et comme par hasard, cette évaluation et cette révision sont en permanence repoussées. Le responsable de Philip Morris aurait été là. Je voudrais rappeler que Philip Morris International dépense plus de 2 500 000 € par an à Bruxelles pour faire du lobbying pour le tabac et pour les produits à base de nicotine. Donc il y a une pression terrible des lobbies à Bruxelles sur ce dossier. Mais nous devons aller vers une révision de la législation pour prendre en compte tous les nouveaux produits qui ont été mis sur le marché, pour les encadrer et dans certains cas pour les interdire. Si la France a interdit les puffs, si la France a interdit les sachets de nicotine dans un décret récent qui va s'appliquer à partir de mars, pourquoi l'Europe ne le ferait pas également? Mais le lobbying, vous voyez, ces cartes postales, je les reçois à mon bureau, c'est Considerate Pushers, donc c'est ceux qui
promeuvent les pushs, les sachets de nicotine. J'étais fumeur, aujourd'hui j'utilise des sachets de nicotine et je me sens mieux. Ils sont propres, discrets, ne dérangent personne autour de moi. Je suis reconnaissant que ces produits existent. Voilà ce que l'industrie du tabac fait envoyer par des citoyens naïfs alors qu'on parle de produits qui déclenchent des cancers des voies orales et qui sont parfaitement dangereux pour la santé et aujourd'hui interdits en France. L'industrie du tabac devrait présenter ses excuses pour ce type de propagande et arrêter de bloquer le process ici à Bruxelles. Ouais, alors ça, c'est effectivement ce que dit le député. On voit que vous acquiescez, que vous êtes d'accord. Mais l'industrie du tabac dit aussi, je parle sous votre contrôle, que alors il y a la nicotine qui est dangereuse pour la santé, mais sur ces produits, il n'y a peut-être pas forcément les cols, les produits chimiques. Vous répondez faux et archi-faux. De la même manière, l'industrie du tabac dit aussi, il n'y a plus les mégots, donc ça pollue moins. Bien sûr. Non, mais c'est ça. Il faut faire un peu preuve de pédagogie. La nicotine, c'est le produit par lequel on entre dans une dépendance liée au tabac qui a plus de 4000 composants et on en découvre beaucoup de plus en plus. Si vous parlez de nicotine, évidemment, les substituts nicotiniques, les patchs sont dispensés et ordonnés par les médecins. Donc, on ne peut pas non plus se renier. On sait que la nicotine peut aider à sortir. C'est la mue de l'industrie du tabac vers l'industrie de la nicotine qui pose problème. Ces sachets que vous évoquez sont devenus très tendance chez les jeunes. Ils sont interdits en France. C'est une bombe de nicotine. C'est une bombe de nicotine. Et vous savez qu'il y a quand même des pays dans lesquels on a encore, notamment la Suède. On met ça en fait entre la lèvre et la gencive. Hein, on est bien d'accord. Ce sont des pays qui combattent pour permettre, parce qu'ils ont une industrie très puissante, notamment en Scandinavie, en Suède, et qui disent non, ne touchez pas à ces sachets. Nous, on a ce qu'il faut chez nous. Donc, là-dessus, je pense que l'Europe doit faire un vrai travail pour évincer ce type d'influence néfaste qui nous coûte cher. Alors là, vous évoquiez plutôt les snus, on va pas, c'est compliqué, mais là, c'est pas de la nicotine. Oui, absolument. C'est pas du tabac, c'est de la nicotine. On est d'accord. Ouais. Mais c'est dans le même esprit. Et là, c'est dans le même esprit. C'est ce type de démarche pour lesquels il faut faire un vrai travail de pédagogie en Europe et en France aussi. C'est un peu comme les canettes alcoolisées avec des couleurs flash et qui mettent de la caféine, de la taurine, de l'alcool et finalement complètement. On provoque cette addiction. Et on a perdu face à cette industrie, nos autres addictologues. On n'a pas réussi à les faire interdire. Sa force, oui, bien sûr, on a perdu. Vous n'avez pas envie de reperdre à nouveau avec les... clairement, vous savez, le Red Bull, je l'appelle comme ça. On s'est élevé il y a 15 ans, mais le Red Bull est partout maintenant. Monsieur le député, en direct de Bruxelles, avec nous, Christophe Clergeot. Alors, il y a une directive qui est en train d'être révisée par l'Union européenne. La Commission veut absolument à nouveau augmenter les taxes sur la cigarette, mais aussi les taxes sur le vapotage. Pour vous, c'est clair, plus on augmente les prix, plus il y a des chances d'avoir moins de fumeurs à l'échelle européenne? On peut avoir un débat théorique, mais moi je regarde l'histoire. L'histoire, c'est que les actions combinées de pédagogie, d'éducation à la santé et d'augmentation des prix ont conduit à une baisse massive de la consommation de tabac. Donc ce sont des produits dangereux pour la santé, ils doivent être taxés pour dissuader la consommation, mais ça doit s'accompagner d'actions de prévention, de mobilisation, de pédagogie et effectivement des actions aussi pour avoir une vie plus active, plus équilibrée, plus saine, et ça concerne, votre invité a raison, aussi bien les questions d'alimentation que les questions de tabac et évidemment également d'alcool. On doit avoir une stratégie globale de prévention et de santé publique. Le prix est un facteur parfaitement dissuasif. Moi, à titre personnel, je suis pour l'harmonisation de ces taxations à l'échelle européenne. On peut aller dans n'importe quel aéroport européen et ramener légalement des cigarettes à 2 fois moins cher en France. Et ce n'est pas non plus acceptable. Donc oui, l'Europe doit actualiser sa législation, renforcer ses taxes, interdire les produits dangereux et amorcer, soutenir des politiques de prévention et de santé publique très fortes dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est aussi ce qui nous manque aujourd'hui. Alors sur l'augmentation du prix du paquet de cigarettes, là encore l'industrie du tabac a son contre-argument. Lequel est-il? Eh bien c'est que les cigarettes trop chères, ça pousserait les fumeurs à se tourner vers les cigarettes de contrebande dont les ventes exploseraient. On va rejoindre Paul Germain à Bruxelles. Paul, cet argument ne semble pas illogique. Après tout, qu'en est-il? Eh bien, Mohamed, avant de répondre à votre question, je vous explique où je me trouve, pas dans une cabine téléphonique, mais dans une cabine fumoir au Parlement européen. Alors, pour en venir à votre question, eh bien, c'est simple, l'industrie du tabac n'aime pas trop les augmentations de taxes sur les paquets de cigarettes. Ça ne lui rapporte rien et ça dissuade certains fumeurs de fumer. Et donc, le lobby du tabac a plutôt intérêt à faire passer l'idée que ce sont les augmentations de prix qui poussent certains fumeurs à se tourner
vers les cigarettes de contrebande. Et ça tombe bien parce qu'un cabinet d'études qui a pignon sur rue en Europe vient de faire un lien entre le prix de la cigarette et les chiffres de la contrebande qui explosent. En France, par exemple, 49% des cigarettes proviendraient du marché noir. Mais à y regarder de plus près, on constate que cette étude a été financée par Philip Morris. Et selon certaines associations, les méthodes d'analyse ne seraient pas fiables et les chiffres ne correspondraient pas à la réalité. Selon l'Agence nationale de la santé en France, pas plus d'1% des cigarettes seraient vendues à la sauvette en rue. Cela dit, il ne faut pas contester qu'il existe en Europe des usines clandestines qui fabriquent des millions, voire des centaines de millions de cigarettes par an. Et certaines contrefaçons ressemblent à s'y méprendre à des cigarettes de marque, ce qui amène certains fumeurs à ne plus s'en méfier. Et pourtant, il faudrait s'en méfier. Je me tourne vers vous, professeur Amine Benyamina. Les cigarettes de contrebande, on va faire de la santé publique, parce que pour vous, évidemment, vous êtes d'accord avec le 1% plutôt que le 49%. Plutôt, oui, parce que franchement, on imagine, les chiffres sont mais les cigarettes de contrebande sont très dangereuses. Elles sont beaucoup fumées par les classes les plus pauvres, dans les pays du Sud également. C'est très juste. De toutes les façons, c'est un effet pervers, entre guillemets, des effets d'augmentation du prix de la cigarette. Mais très honnêtement, lorsqu'on voit le gain et le gain lié à l'augmentation, c'est-à-dire le levier financier et des taxes, eu égard le pourcentage des cigarettes de contrebande, on est exhorté à maintenir cette politique. Au contraire. Et les chiffres, ça a été dit par votre collègue, évidemment c'est surestimé. Le lobby de l'industrie du tabac finance ce type de faux rapports. Et très clairement, ce qui est important, ça a été dit par le parlementaire, c'est l'harmonisation fiscale et l'harmonisation fiscale au niveau de l'Europe, parce que s'il y a un problème, c'est probablement au niveau de la frontière. 88% du tabac qui est vendu, par exemple, au Luxembourg, est consommé par des gens qui n'habitent pas le Luxembourg. Les transfrontaliers vont Complètement. 10% de tous les décès en Europe, au moins 10% liés au tabagisme, au tabac. Monsieur le député, une dernière question pour vous, sans doute. Alors, celles et ceux qui nous regardent et qui fument et arrêteraient de fumer, c'est vrai qu'ils peuvent aussi se dire, bon, ben là, on a bien dit qu'il fallait consulter son médecin. Bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a presque une question philosophique à la santé publique, mais vous savez très bien qu'on est, par les temps qui courent, parfois face à des citoyens qui disent, bon, on interdit tout, après tout, chacun aussi est libre de prendre sa destinée en main. Comment faire effectivement pour avoir aussi une efficacité et ne pas paraître un peu trop intrusif dans la vie privée des Européennes et des Européens notamment? D'abord, il faut accompagner les fumeurs qui souhaitent sortir de la cigarette. Tout ce qui a été dit sur les produits de sevrage ou l'accompagnement médical et social est très important. Ensuite, il faut appeler à la responsabilité de chacun vis-à-vis des autres. C'est notre responsabilité première de ne pas mettre en danger la vie d'autrui. Et la consommation dans les milieux fermés est terminée, mais la consommation sur les terrasses de café, par exemple, amène un tabagisme passif qui est dangereux, y compris pour des enfants qui seraient là avec leurs parents. Donc une pratique privée, c'est une liberté qui se fait chez soi, c'est pas une liberté qui s'exerce au détriment des autres dans l'espace public. Il faut aller beaucoup plus loin dans les environnements sans tabac. Ici, la droite et l'extrême droite s'y opposent avec hargne en relayant mot pour mot les arguments du lobby du tabac. On voit quelle est sa diversité d'actions, influence sur les députés, dépenses directes de lobbying, financement d'études. Il faut que tout cela s'arrête et il faut notamment que les députés n'aient plus le droit de communiquer, ou les institutions européennes, avec l'industrie du tabac au regard de l'histoire. Donc vraiment, sortir du tabac, il n'y a aucune utilité sociale au tabagisme. Amener chacun à faire des choix de vie plus sains et plus équilibrés pour protéger leur santé et la qualité de leur vie. Et on est dans une société qui doit donner les moyens à chacun de mieux vivre. Merci. On ne va pas m'expliquer que le tabac est un bonheur. Merci. On ne va pas expliquer que le tabac est un bonheur. C'était votre mot de fin. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir été avec nous. Christophe Clergeau, merci. Amine Benyamina. On ne l'a pas évoqué, tellement de choses à dire, mais plusieurs pays, notamment la France récemment, la Belgique, l'Espagne interdisent de fumer devant les écoles, dans les parcs, dans les abribus et également des mesures que vous appeliez de vos voeux. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau.